Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à la convergence uniforme, mais bien spécifique à des fonctions de la variable réelle à valeur horaire. Donc on ne prend pas n'importe quelle fonction d'un espace métrique vers un autre espace métrique. Voilà. Donc ce sera un petit peu plus facile parce qu'évidemment, grand R en plus c'est un espace complet. Convergence simple, bon, je rappelle qu'une suite de fonctions fn converge simplement vers une fonction f si quel que soit x, fn de x converge vers f de x. Ce qui veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un n qui dépend de x, tel que n supérieur ou égal à nx implique valeur absolue de fn de x moins f de x inférieure ou égal à epsilon. Alors que la convergence uniforme, c'est quand le n en question ne dépend pas de x. Donc quel que soit epsilon positif, il existe un grand n tel que dès que fn de x moins tel que n supérieur ou égal à n implique que fn de x moins f de x en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x appartenant à n. Voilà. Donc évidemment, la convergence uniforme implique la convergence simple, c'est évident. Je vous laisse vérifier ça, parce que puisqu'on a ça, quel que soit x, ben, si je prends un x, je vais aussi avoir ça. Opération, si fn, gn, f et g sont des fonctions de i vers r, lambda, un nombre réel, et bien si fn converge simplement vers f, gn vers g, lambda fn plus gn converge simplement vers lambda f plus g, et si c'est uniforme, eh bien il y a la convergence uniforme. Donc dans le premier cas, bah, c'est évident, on fixe x, donc on a fn de x qui converge vers f de x, gn de x vers g de x, donc lambda fn plus gn de x converge vers lambda f de x plus g de x, ça c'est le résultat sur les suites, hein, tout simplement, hein, convergence des suites. Maintenant je prends un epsilon prime positif, on va voir pourquoi prime. On écrit 1 pour fn et gn, et on prend le plus grand des deux entiers, enfin celui qui correspond à fn, à f, celui qui correspond à g, et donc on va avoir pour n supérieur ou égal à n, on va avoir fn de x moins f de x inférieur ou égal à epsilon prime et gn de x en valeur absolue moins g de x inférieur ou égal à epsilon prime, quel que soit x appartenant à i. D'accord? Et donc, si je fais ça, eh bien ça va me donner que c'est inférieur ou égal à une égalité triangulaire à 1 plus valeur absolue de lambda epsilon prime. Donc pour un epsilon positif, je vais prendre epsilon prime égale epsilon sur ça. Et du coup, pour n supérieur ou égal à n, j'aurai ça, ce qui prouve bien que lambda fn plus gn converge vers lambda uniformément vers lambda f plus g. Une suite fn est uniformément de Cauchy. Si quel que soit epsilon positif, il existe n qui ne dépend pas de x, hein, tel que pq supérieur ou égal à n implique que fp de x moins fq de x est inférieur ou égal en valeur absolue à epsilon, quel que soit x appartenant à i. La convergence uniforme est équivalente au critère de Cauchy uniforme. Démonstration. Eh bien, supposons que la convergence soit uniforme. Donc on a ça. Donc, si on prend PQ supérieur ou égal à n, on a ça. Oui, parce que là, c'est epsilon sur 2. Donc, valeur absolue de fp de x moins fq de x, qui est inférieur ou égal à ça plus ça, une égalité triangulaire, va être inférieur ou égal à epsilon. Et donc ça me donne bien qu'elle est uniformément de Cauchy. Maintenant, supposons qu'elle est uniformément de Cauchy. Je fixe x et j'exprime qu'elle est uniformément de Cauchy, donc ici avec des y. Eh bien, en particulier, ça va être vrai pour x, donc je vais avoir ça. Donc, d'après le critère de Cauchy, la suite fn de x, puisqu'elle est de Cauchy, elle est convergente, et elle a une limite Lx, quel que soit x. Ce qui me permet de définir une fonction f de i vers r qui à x associe cette limite. Donc, je l'appelle f, cette fonction. Fn, évidemment, converge simplement vers f. Quel que soit epsilon positif, il existe. Je reprends ça. N tel que pq supérieur ou égal à n, mais cette fois-ci, je mets x, est inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x appartenant à e. Eh bien, je fixe p supérieur ou égal à n et je fais tendre ici le q vers l'infini. Bah, donc, ça me donne que fp de x
euh, alors en fait, pour faire tendre, je fixe aussi le x. Hein. Donc et x. Voilà. Et je fixe x. Et donc, mon fq de x, il tend vers f de x. Et j'obtiens fp de x moins f de x est inférieur ou égal à epsilon. D'accord? Mais ça, c'est vrai quel que soit x appartenant à E. Et ça exprime exactement que fn est uniformément convergente vers la fonction f. Propriété fn et f des fonctions d'intervalle i de r vers r. Eh bien, la suite fn converge uniformément vers la fonction f si et seulement s'il existe n appartenant à grand N, tel que n supérieur ou égal à n implique que fn moins f est borné, et la limite quand n tend vers plus l'infini du sup, puisque c'est borné, pour x appartenant à i de valeur absolue de fn de x moins f de x est égale à 0. Démonstration. On suppose donc d'abord que la convergence est uniforme, et on l'exprime ici. Et là, on voit effectivement que pour n supérieur ou égal à n, fn moins f est borné. Et que son sup est inférieur ou égal à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à... Alors le sup, je l'appelle Sn. Hein. Tel que n supérieur ou égal à n implique donc que ce sup est entre 0 et epsilon. Ça veut juste dire que les limites de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Et on a ça. Dans l'autre sens, il existe n tel qu'à partir de ce rang-là, fn moins f est borné. Donc il est borné et ça veut dire qu'il est majoré en valeur absolue par Sn. D'accord? Donc le sup des fn de x moins f de x existe. Je vais l'appeler Sn. Donc celui-là, je vais l'appeler An. Voilà. Donc il existe et je l'appelle Sn. La limite de Sn est égale à 0, c'est dans les hypothèses, hein, quand n tend vers plus l'infini. Donc quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique ça. Et ça c'est le plus grand de ceux-là. Donc ça veut dire que ceux-là vont être inférieurs ou égal à epsilon, quel que soit x appartenant à i, à partir du rang n, donc que fn converge uniformément vers f. Exemple 1, avec fn de x est égal à x puissance n sur 0,1. Bon, bah évidemment, pour x différent de 0, xn, puisque x est inférieur à 1, xn tend vers 0, et pour x égale 1, ça tend vers 1. On verra tout à l'heure que la fonction f, donc fn, converge simplement vers f, qui vaut partout 0 sauf en 1. Donc on voit que cette fonction f, elle n'est pas continue. Comme tous les xn sont continus, ça veut dire qu'en fait, elle peut pas être, la convergence ne peut pas être uniforme, mais bon, on n'a pas encore vu cette propriété. Alors on va s'y prendre autrement, on fixe n et on regarde fn de x moins f de x. Ça vaut x puissance n si x différent de 1, et ça vaut 1 moins 1 égale 0 si x égale 1. Donc le sup des x puissance n pour x appartenant à i, ça va donc être 1. D'accord? Donc c'est bien borné. Le problème c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini, je me suis trompé, va donc être égale à 1. Donc le sup existe bien, mais il ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la convergence n'est pas uniforme. Exercice 2, cette fois-ci je prends ces fonctions-là. Pour x supérieur à 0, bah, la limite, c'est l'exponentielle qui l'emporte, donc la limite est égale à 0, et pour x égale 0, ça vaut toujours 0. Donc la fonction fn tend simplement vers la fonction nulle. Alors maintenant, je vais étudier le sup de fn de x moins f de x, mais comme f fait 0, c'est le sup des fn, et comme ils sont positifs, c'est donc le sup de x exponentielle moins n. Donc, je prends la dérivée, je fais le tableau de variation, elle s'annule en 1 sur n. Dérivée positif, négatif, croissant, décroissant, et donc je vois, parce que les deux bornes ici c'est 0, que le maximum est en 1 sur n. Et en 1 sur n, la fonction elle vaut 1 sur n exponentielle de moins 1. Autrement dit, elle vaut 1 sur ne. Et bien 1 sur ne, ça tend, donc le sup vaut 1 sur ne qui tend vers 0. Donc là, la convergence est uniforme. Remarque, si les fn convergent uniformément vers u et gn vers f, eh bien ça n'implique pas que fn-gn convergent uniformément vers fg. Alors, par contre, la convergence simple, ça marche, parce que
pour x fixé, la limite de fn gn en x, c'est la limite de fn de x fois gn de x, ça c'est des suites, celle-là tend vers f de x, celle-là vers g de x, et donc fn gn tend vers fg. Alors maintenant on va prendre cet exemple, fn égale gn, qui a x appartenant à R, associe x plus 1 sur n. Bon. Quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers x, donc fn tend vers la fonction petit f qui a x donne x. C'est une convergence simple. Donc si je prends fn fois gn, il va converger simplement vers... alors fn fois gn, ben, ça va être en fait... alors j'ai appelé là... oui, alors il faut que je montre d'abord que la convergence est uniforme. Alors fn de x moins f de x, eh bien ça fait 1 sur n, et ça ne dépend pas de x. Et donc le sub de fn de x moins f de x pour les x, pour n fixé, est égal à 1 sur n, et tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc fn converge bien uniformément vers f. Et comme gn est égal à fn, il fait pareil. Et donc si je prends hn égale fn fois gn, c'est la fonction qui à x associe x plus 1 sur n au carré. D'accord? Et j'ai tout de suite que hn, évidemment, va tendre simplement vers la fonction qui a f au carré, qui a x donne x2. Voilà. Alors, mon problème, c'est de savoir si cette convergence est uniforme. D'accord? C'est ce que j'ai mis ici. Donc, je prends hn. Ah oui, ben, je l'avais déjà raconté, ça, donc c'était pas la peine. J'étudie hn de x moins h de x en valeur absolue. Donc, ça va être égal à quoi? Pour ça, il faut que je développe. Ça fait x2 plus 2x sur n plus 1 sur n2, mais auquel j'enlève x2. D'accord? Puisque ça converge vers x2. Donc, ça fait ça. Bon, mais ça, pour n fixé, je vois bien que ce truc-là, n fixé supérieur à 0, ce truc-là, ça peut tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Autrement dit, le sup est égal à plus l'infini. Donc, je ne suis pas du tout dans ça. D'accord? Donc, la convergence n'est pas uniforme. Voilà. Donc, produit de deux suites qui convergent, de deux suites de fonctions qui convergent uniformément, eh bien, ça ne converge pas forcément uniformément. La continuité maintenant, fn, une suite de fonctions toutes continues, et fn convergeant uniformément vers une fonction f. Alors f est continue. Démonstration, puisque la continuité est uniforme, quel que soit epsilon positif, il existe grand N, tel que n supérieur ou égal à grand N, implique que valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieure à epsilon sur 3, quel que soit x appartenant à i. On fixe x égale x0 appartenant à l'intervalle i, et on prend grand N est égal à petit n. Dans ce cas-là, on a grand N, fn de x0 moins f de x0 qui est inférieur à epsilon sur 3. La continuité de fn en x0 nous dit qu'il existe nu positif tel que pour x appartenant à i et valeur absolue de x moins x0 inférieure à nu, on a f grand N de x moins f grand N de x0 qui est inférieur à epsilon sur 3. On a aussi évidemment f grand N de x moins f de x qui est inférieur à epsilon sur 3 puisque grand N est supérieur ou égal à grand N. Donc f de x moins f de x0 en valeur absolue, j'applique l'inégalité triangulaire, va être inférieure à epsilon sur 3 plus epsilon sur 3 plus epsilon sur 3 qui nous fait epsilon pour tout x appartenant à i et vérifiant valeur absolue de x moins x0 inférieure à nu. Donc f est continu en x0, quel que soit x0 appartenant à i, donc f est continu. La convergence uniforme maintenant avec les limites. En fait, on va démontrer le théorème d'interversion des limites. On a une suite de fonctions fn qui convergent uniformément vers une fonction f, x0 qui appartient à l'adhérence de i, donc on va pouvoir prendre la limite de fn de x en x0, et quel que soit n appartenant à n,
On suppose que la limite de fn de x quand x tend vers x0 est un réel yn. Alors f a une limite réelle en x0 et la suite yn converge dans R et en fait la limite de f de x en x0 est égale à la limite de yn quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, limite quand x tend vers x0 de f, c'est-à-dire limite de fn de x, est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini des yn, c'est-à-dire de la limite de fn de x quand x tend vers x0. On intervertit les limites. Démonstration, puisque la convergence est uniforme, on utilise le critère de Cauchy. Quel que soit epsilon positif, il existe grand N, tel que np supérieur ou égal à grand N, implique que fn de x moins fp de x est inférieur à epsilon sur 3. Je fixe np supérieur ou égal à grand N, donc j'aurai ça. La limite de fn de x est égale à yn, donc il existe un premier voisinage tel que pour x appartenant à V1, on a fn de x moins yn inférieur à epsilon sur 3. De même, il existe V2 dans le voisinage de x0 tel que x appartient à V2 implique que valeur absolue de fp de x moins yp est inférieure à epsilon sur 3. Et pour x appartenant à V1 inter V2, que j'appelle V, qui est un voisinage de x0, on a valeur absolue de yn moins yp. Alors là, j'utilise encore l'inégalité triangulaire. Ça, c'est inférieur à epsilon sur 3 parce qu'on a ça. Ça, c'est inférieur à epsilon sur 3 parce qu'on a ça. Et ça, c'est inférieur à epsilon sur 3 parce qu'on a ça. Quel que soit n supérieur ou égal à grand N. Et quel que soit p supérieur ou égal à grand N. Tout ce que j'avais fixé, d'accord, mais bon, j'avais fixé supérieur ou égal à grand N. Donc la suite yn est de Cauchy, donc convergente dans R, vers une limite que j'appelle grand L. Fn converge uniformément vers F, donc quel que soit epsilon positif, il existe N1 tel que n supérieur ou égal à grand N implique que valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieure à epsilon sur 3, quel que soit x appartenant à i. La limite de yn en plus l'infini est égale à L, donc il existe n2 tel que n supérieur ou égal à n2 implique que yn moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon sur 3, et on fixe n supérieur ou égal à sub des 1n1, n2. La limite de fn de x en x0 est égale à yn, donc il existe v appartenant à v de x0, tel que x appartient à v, implique ça. J'aurais pu prendre n égale au sup. De plus, n supérieur ou égal à n2, puisque n est supérieur ou égal au sup. Donc yn moins L est inférieur en valeur absolue à epsilon sur 3. Et n est supérieur ou égal à n1, donc fn de x moins f de x en valeur absolue est inférieur à epsilon sur 3. J'applique encore l'inégalité triangulaire, f de x moins L, donc celle-là, je l'utilise comme ça. Et tout ça, c'est inférieur à epsilon sur 3, donc le total est inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à v. Donc pour tout epsilon positif, j'ai trouvé un voisinage v de x0, tel que si x appartient à v, eh bien, on a f de x moins L en valeur absolue qui est inférieure à epsilon, et donc ça veut dire que la limite de f de x en x0 est égale à L, c'est-à-dire à la limite de yn, et le théorème est démontré. Théorème, si fn est une suite de fonctions continues qui convergent uniformément vers une fonction f, donc on a vu que f était continu déjà, donc on va pouvoir s'intéresser à l'intégrale de f sur AB, tout comme on peut s'intéresser à l'intégrale de fn sur AB, puisqu'elles sont continues. Eh bien, cette suite-là des intégrales de fn converge vers l'intégrale de f. Démonstration, puisque f est continu et que fn converge uniformément vers f. Donc, alors, fn converge uniformément vers f. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à n, implique valeur absolue de fn de x moins f de x inférieure à epsilon sur b moins a, quel que soit x appartenant à ab. Donc, valeur absolue de l'intégrale de fn moins intégrale de f. Donc linéarité, ça fait valeur absolue de l'intégrale de fn moins f. Et en valeur absolue, inférieure ou égale, je mets la valeur absolue ici, à l'intégrale de valeur absolue de fn moins f. Et ça, là, c'est toujours inférieur ou égal à epsilon sur b moins a, que j'intègre entre a et b, ça fait epsilon. Donc ça veut dire que quel que soit epsilon, il existe grand N, tel que pour n supérieur ou égal à grand N, j'ai ça qui est inférieur à epsilon.
Donc ça veut dire que cette suite-là converge vers ce réel-là, et donc le théorème est démontré. Soit Fn des fonctions du segment AB vers R, tout intégrable, et petit f une fonction de AB vers R, et on suppose que les fonctions Fn convergent uniformément vers f. Alors f est intégrable. La suite des sommes de A à B de Fn de t dt est convergente, et sa limite est égale à l'intégrale de f sur AB. Démonstration. On exprime la convergence uniforme par quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n, implique que valeur absolue de Fn de t moins f de t est inférieure ou égale à epsilon sur 2 facteurs de b-1, quel que soit t appartenant à AB. On choisit n supérieur ou égal à grand N. Fn est intégrable, donc on peut trouver deux fonctions en escalier phi n positif, telle que valeur absolue de Fn moins phi n est inférieure ou égale à θn, et somme de A à B de θn est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Valeur absolue de f de t moins phi n de t est inférieure ou égale à f de t moins fn de t, valeur absolue de f de t moins fn de t, plus valeur absolue de fn de t moins phi n de t. Ça, c'est l'inégalité triangulaire. Celle-là, f de t moins fn de t, eh bien c'est inférieur ou égal à epsilon sur 2b-1, puisque c'est vrai quel que soit t. Et puis l'autre, fn de t moins phi n de t, c'est inférieur ou égal à θn, parce que petit n est plus grand que n. Ça, je l'appelle un de t, c'est une fonction en escalier plus une constante, c'est une fonction en escalier. Et somme de A à B de un va être égale à quoi? J'intègre ce truc-là. Entre A et B, c'est une constante, donc ça revient à multiplier par B moins A, plus l'intégrale. Donc ça fait, c'est inférieur, ça vaut epsilon sur 2, ça c'est inférieur à epsilon sur 2, donc c'est inférieur ou égal à epsilon. Donc quel que soit epsilon positif, j'ai été capable de trouver phi n et un en escalier, tel que f moins phi n est inférieur ou égal à un, et somme de A à B des un est inférieure ou égale à epsilon. Donc ça veut exactement dire que la fonction est intégrable sur AB, puisque j'ai été capable de trouver phi et u en escalier, u positif, tel que vérifiant f moins phi inférieur ou égal à u, et somme de u est inférieure ou égale à epsilon. Donc f est intégrable sur AB. Alors, maintenant, somme de A à B de f, valeur absolue de somme de A à B de f moins somme de A à B de fn, c'est égal à valeur absolue de linéarité de f moins fn. C'est inférieur ou égal à ça, je rentre sous le signe somme. Et ça, f moins fn, c'est inférieur ou égal à ça que j'intègre entre A et B. Et donc, ça vaut epsilon sur 2 inférieur à epsilon. Et ça, c'est vrai, quel que soit n appartenant à grand N. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé grand N, tel que n supérieur ou égal à grand N, implique ça. Donc, ça veut dire que limite de somme de A à B de Fn existe et qu'elle est égale à somme de A à B de F. Convergence uniforme et dérivation. On a des fonctions fn, f et g définies sur l'intervalle i de R à valeur dans R. Les fn sont de classe C1, elles convergent simplement vers la fonction f et leurs dérivées convergent uniformément vers une fonction g. F, alors, f est de classe C1 et la dérivée de f est égale à g. Autrement dit, la dérivée de la limite des fn est égale à la limite des dérivées de fn. C'est encore un résultat d'intervention de limite. Démonstration. Alors on va montrer qu'elle est dérivable en x. Alors on se pose la question de savoir si x pourrait être à gauche ou à droite de l'intervalle i, si l'intervalle i n'est pas ouvert. Donc disons que on prend x appartenant à i, soit il existe a tel que ax est inclus dans i, soit xa inclus dans i. On va supposer qu'on est dans ce cas-là. Et d'ailleurs, si on n'est pas dans ce cas-là, en prenant les opposés de toute cette fonction-là, on s'y ramène.
F'N converge uniformément vers G, donc somme de AX de G de T dt est égale à la limite de somme de AX de F'N de T dt. Ça, on l'a déjà démontré. Mais ça, c'est quoi? C'est Fn de X moins c'est Fn de X moins Fn de A. Voilà. Et la limite de Fn de X moins Fn de A, bah, la limite de Fn de X, c'est F de X, et la limite de Fn de A, c'est F de A. Bien voir que là, on a fixé X. Hein. Ça vient, ce qu'on a pu faire là, c'est parce que F'N et puis G étaient continus. Donc je vois que F de X est égal à F de A plus somme de AX de G de T, quel que soit, en fait, dans ce cas-là, on va dire. Voilà. Donc F est dérivable en X, et F' de X est égal à G de X quand on est dans ce cas-là. Idem si XA est inclus dans I. Donc ça veut dire que F' est égal à G. Alors, F' est égal à G. Et comme G était continu, ça veut dire que F est de classe CR. D'accord? Voilà. Convergence uniforme et intégrale généralisée. On a donc les Fn définis sur AB. Alors, bon, généralisé, parce qu'il y a un problème en B. Vers R continu, B appartenant à R bar. Fn converge uniformément vers F sur tout compact fermé, enfin sur tout fermé à U inclus dans AB. Compact évidemment. Et on suppose qu'il existe phi continu sur AB ouvert, tel que, et à valeur positive, donc phi supérieur à 0, tel que valeur absolue de Fn de X est inférieure ou égale à phi de X, quel que soit X appartenant à AB ouvert. Et somme de AAB de phi de X dx convergente. Alors, somme de AAB des Fn convergente, quel que soit N, somme de AB de F est convergente, hein, et la suite somme des AB des Fn est convergente, et sa limite est égale à somme de AB de F. Démonstration. Les Fn convergent uniformément vers F sur tout compact AU inclus dans AB. Donc, F est continue sur tout compact AU inclus dans AB, donc elle va être continue sur AB. Si X appartient à AB ouvert, on va prendre U égale X plus B sur 2. Là, j'ai raconté quelque chose qui est à peu près évident. J'ai donc cette situation. Fn converge vers U, converge uniformément vers F sur AU, donc Fn converge simplement vers F, donc Fn de X converge vers F de X, quel que soit X appartenant à AB, donc Fn converge simplement vers F. Bon, ça paraissait évident puisque les Fn convergeaient simplement... parce que les Fn convergeaient uniformément vers F sur tout compact, donc on se doutait bien que Fn convergeait simplement vers F. Mais donc voilà. Valeur absolue de Fn de X est inférieure ou égale à phi de X, quel que soit X appartenant à B. Donc quand je passe à la limite, j'obtiens que valeur absolue de F de X est inférieure, je fixe X et je fais tendre N vers plus infini, j'obtiens bien que valeur absolue de F de X est inférieure ou égale à phi de X, quel que soit X appartenant à AB ouvert. Fn et F sont continus sur AB. F est inférieur ou égal à phi, les Fn sont inférieurs ou égal à phi, et cette intégrale-là est convergente, donc on sait que ces intégrales-là sont convergentes. On prend T entre A et... Oui, alors pour T entre A et B, somme de T AB, de phi de U, hein, mettons, est égale à somme de A à B moins somme de A à T. Mais somme de A à T, ça converge vers somme de A à B, quand T tend vers B. Donc ça nous fait 0. Bon, ça je pouvais aussi dire que c'était évident, on le sait, hein, quand on a vu le cours sur les intégrales généralisées. La limite de somme de T à B de phi de U quand T tend vers B, elle est égale à 0. Bon, si epsilon positif, il existe donc alpha, tel que pour... alors alpha compris entre A et B, bien sûr, tel que si T est compris entre... alpha et B, donc je traduis ça, eh bien, somme de 0 à de t à b est inférieure ou égale à epsilon sur 4. Alors, ça, je sais que c'est positif parce que phi est positif. Hein. Donc, pour t égale alpha, notamment, puisque j'ai le droit à alpha, eh bien, somme de alpha à b de phi est inférieure ou égale à epsilon sur 4. Je vais appeler ça 1. Fn converge uniformément vers f sur a alpha. Donc, somme de A alpha des Fn tend vers somme de A alpha de F. Ça, je le sais. D'accord?
Je le sais parce que là, je suis sur des segments fermés. Donc, on l'a déjà vu ça. Donc, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique que ça va être inférieur à epsilon sur 2. J'appelle ça 2. Et maintenant, je m'intéresse à valeur absolue de somme de AB de Fn moins somme de AB de F. Que je vais écrire valeur absolue de somme de AB de Fn moins F, que je peux écrire valeur absolue de somme de A à alpha de Fn moins F plus somme de alpha AB de Fn moins F. Et inégalité triangulaire, je la rends inférieure ou égale à ça. Mais celle-là, je dis qu'elle est inférieure ou égale à somme de alpha AB de valeur absolue de Fn moins F. Voilà. Alors, Fn moins F en valeur absolue est inférieur ou égal à Fn en valeur absolue plus F de x. Alors, sur cet intervalle. Enfin, ça, d'ailleurs, cette inégalité-là est toujours vraie. Et ça, sur cet intervalle, ça va être inférieur ou égal à 2 phi de x, parce que ça, c'est inférieur à phi de x, et ça aussi. Donc, ça veut dire que cette intégrale-là, somme de alpha AB de valeur absolue de Fn moins phi, va être inférieure ou égale à 2 somme de alpha AB de phi. Or, ça, c'est inférieur à epsilon sur 2, parce que je multiplie par 2, grâce à 1. De plus, grâce à 2 cette fois-ci, je vais avoir valeur absolue de somme de alpha de Fn moins F, qui est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Donc, ça plus petit que epsilon sur 2, ça aussi. Et donc, j'obtiens que, alors j'étais parti d'où? J'étais parti de là. Donc, valeur absolue de cette différence va être inférieure ou égale à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe grand N tel que n supérieur ou égal à n implique que valeur absolue de somme de AB de Fn moins somme de AB de F est inférieure ou égale à epsilon. Et ça veut exactement dire que la suite somme de AB de Fn converge vers somme de AB de F. Nous voyons maintenant le célèbre théorème de Dini, du nom du mathématicien italien, homme politique aussi, du 19e siècle, qui a travaillé, qui a apporté beaucoup de contributions en topologie, sur les séries, les intégrales, les fonctions de la variable complexe. Un très grand mathématicien. Les fonctions Fn et la fonction f sont définies sur l'intervalle AB de R à direction de R. Donc là, c'est une version simple du théorème de Dini. Il en existe une un petit peu plus large en topologie. Les Fn sont continus, la fonction f est continue, la suite Fn est monotone et converge simplement vers f. Alors la suite Fn converge uniformément vers f. Démonstration, on se place d'abord dans le cas où la suite Fn est croissante. Pour epsilon positif et x appartenant à B, la convergence simple implique qu'il existe un x tel que si n est supérieur ou égal à nx, fn de x moins f de x en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Donc on va prendre n égale nx, fn et f sont continus, donc pour chacun en x, il existe un intervalle, un ouvert en fait contenant x, tel que si y est dans cet ouvert, eh bien f de y moins f de x est inférieur ou égal à epsilon sur 3 et fn de y moins fn de x inférieur ou égal à epsilon sur 3. Donc on peut réunir ces deux ouverts et donc ces ouverts c'est quoi? C'est l'intersection d'un intervalle ouvert de R avec AB bien sûr. Donc il existe un intervalle ouvert Ix de R tel que si y appartient à x inter AB, on a ça. À ce moment-là, j'écris grâce à l'inégalité triangulaire ça. Et donc, dès que y appartient à i inter AB, bien, comme chacun est inférieur à epsilon sur 3, j'obtiens quelque chose d'inférieur ou égal à i, epsilon. Alors quand x décrit AB, les x forment un recouvrement ouvert du compact AB, dont on peut donc extraire un sous-recouvrement fini IXI. Donc soit P le sub des NXI, quel que soit Y appartenant à B, il existe un I tel que Y appartient à XI puisqu'il recouvre AB. C'est un sous-recouvrement de AB. Donc on aura sur f de on a évidemment valeur absolue de f de Y moins f de NXI en Y, c'est ça, inférieur ou égal à epsilon sur 3.
La suite Fn est croissante vers f, donc Fn est inférieur ou égal à f, quel que soit n. Et pour k supérieur ou égal à p, fk est supérieur ou égal à fp. D'accord? Et en face, pour i, comme i est inférieur ou égal à n, nxi est inférieur ou égal à p, puisque c'est le sup. D'accord? Donc fnxi va être inférieur ou égal à fp. Donc pour k supérieur ou égal à p, j'ai 0 qui est inférieur ou égal à f de y moins fk, ça vient de là. Ça, c'est plus petit que ça vient de là. Et ça, c'est plus petit que ça vient de là. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ben ça, c'est exactement ça, puisque ça, c'est positif. Hein. D'accord? Et ça, c'est inférieur ou égal à epsilon sur 3, donc inférieur à epsilon. Donc ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe P, tel que K supérieur ou égal à P, implique que valeur absolue de f de y moins fk de y est inférieure ou égale à epsilon, quel que soit y appartenant à B. Hein, c'est ça. Donc Fn converge uniformément vers f. Alors si Fn est une suite décroissante vers f, eh bien, on prend Gn égale moins Fn, qui va être une suite croissante vers moins f égale g. Les Gn et g, évidemment, sont continus. On a multiplié par moins 1. Gn, d'après ce qu'on vient de démontrer, converge uniformément vers g. Donc moins Gn converge vers moins g. Donc Fn converge uniformément vers f et c'est gagné. Théorème, on a des fonctions fn définies sur cet intervalle, la valeur dans R, mais ça pourrait être dans C, B qui appartient à R bar, les fonctions sont localement intégrables, f de AB vers R, tel que la suite fn converge compactement vers f sur AB, c'est-à-dire que quel que soit x entre A et B, fn converge uniformément vers f sur AX. On suppose de plus que quel que soit n, cette intégrale est convergente et que la suite in de x égale somme de ax de fn de t dt est uniformément convergente. Alors, cette intégrale est convergente, la suite est convergente et sa limite est égale à somme de AB de f. Ça fait beaucoup d'hypothèses. On verra que, donc c'est très difficile à utiliser. On verra qu'ici, on a moins d'hypothèses, beaucoup plus faciles. Mais pour démontrer ça, il faut d'abord avoir démontré ça. J'ai x entre A et B, Fn converge uniformément vers f sur ax et les Fn sont localement intégrables, donc je sais que somme de ax de f est intégrable. Autrement dit que f est localement intégrable sur a plus infini. Et je sais que ça, c'est égal à la limite de, quand n tend vers plus infini, de somme de ax de fn de t dt. Là, j'utilise là un théorème que j'ai déjà démontré. Et que c'est égal à ça. Donc, pour x compris entre a et b, n de x tend vers i de x est égal à la somme de ax de f de t dt. Donc, converge simplement vers i. La suite in de x, dans mes hypothèses, je sais qu'elle est uniformément convergente vers g, donc simplement convergente vers g, donc g est égal à i, et donc ça veut dire que in converge uniformément vers i. De plus, quel que soit n, la limite de in de x quand x tend vers b existe. C'est égal à la somme de a à b de fn. Donc, d'après le théorème d'inversion de limite, limite quand x tend vers b de i de x existe, hein, et donc ça va être et sera égal à la limite de somme de a à b de fn quand n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de la limite des in de x quand x tend vers b. C'est ça l'intervention des limites. Donc ça veut dire que la limite de somme de a à b de fn de t quand n tend vers plus l'infini est égale à somme de a à b de f de x dx et c'est terminé. Le cas particulier, qui est plus facile à utiliser, c'est quand les fn définis sur ab à valeur dans R ou C sont continus, convergent compactement vers f, et qu'on a une fonction phi continue, telle que son intégrale est convergente et que les fn sont tous inférieurs ou égaux à phi, quel que soit n. Alors, somme de a à b de f convergente, la suite somme de a à b de fn est convergente, et la limite de cette suite est égale à somme de a à b de f. Démonstration, valeur absolue de fn est inférieure ou égale à phi, les fonctions
alors fn sont continues, phi est continue, son intégrale est convergente, d'où on déduit que somme de A à B des fn est absolument convergente. Et si U et V sont compris entre A et B, on a évidemment ça, d'accord, qui est inférieur ou égal à ça. Bon, comme celle-là est convergente, alors quel que soit l'epsilon positif, il existe A tel que pour V supérieur à U supérieur à A, c'est Cauchy. Hein. On a ça. Donc celui-là, qui est plus petit, va vérifier ça aussi, quel que soit n. D'accord ? Donc In de x est égal à la somme de Ax de Fn de t dt, et grâce à ça, vérifie le critère de Cauchy uniforme. Donc ça veut dire que In est uniformément convergente. Et là, j'arrive à l'hypothèse que j'avais avant. Et donc d'après le théorème précédent, somme de A à B de F convergente, somme de A à B de Fn, la suite somme de A à B de Fn est convergente, et sa limite est égale à somme de A à B de F, et c'est terminé.